Bonjour à toutes et à tous. Pendant les 2 mois d'été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des badas de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, des badas déjà mises en ligne. Si vous les avez déjà entendus, vous les réécouterez avec plaisir et si vous les avez manqués, vous apprécierez cette seconde occasion, c'est du moins notre pari. Après Nieves Salzman, régisseuse à la Comédie Française, nous avons rendez-vous avec Grégoire Ichou, quasi inconnu quand je l'ai interviewé, et dont les visites chantées de musées et de monuments connaissent aujourd'hui un beau succès. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce supplément, ce bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me donne l'occasion de recevoir Grégoire Ichou. Grégoire Ichou, bonjour. Bonjour. Grégoire Ichou, vous êtes chanteur lyrique et guide conférencier, ou chanteur conférencier et guide lyrique, je ne sais pas comment il faut le dire, mais vous mélangez en tout cas ces deux activités. Commençons d'abord par vous présenter brièvement. Quel âge avez-vous ? J'ai 31 ans. D'où venez-vous ? Alors, je viens de Paris, mais je vis à Lille depuis quelques années. Et vous avez fait quelle formation ? Alors, un peu brièvement, disons que j'ai commencé par une formation lyrique au conservatoire, dans plusieurs conservatoires, dont le Conservatoire à rayonnement régional de Paris, la musicologie à la Sorbonne, la licence professionnelle de guide conférencier, puis un peu plus de spécialisation en histoire de l'art avec un mémoire de recherche en master à la Sorbonne et enfin l'école du Louvre avec un diplôme de second cycle de l'école du Louvre. Deuxième cycle, je crois qu'on dit d'ailleurs. S'il n'y en a pas de troisième. Il y en a trois, il y en a un troisième. Alors, troisième, c'est pour ça. De dire deuxième. Vous êtes donc guide, chanteur, et est-ce qu'il y a des précédents ? Est-ce que vous avez des prédécesseurs dans cette activité ? Alors, pas à ma connaissance. Quand j'ai commencé cette activité, j'avais justement fait quelques recherches pour voir si ça préexistait. Et à ce moment-là, il y a quelques années, ça n'existait pas en tout cas. Et l'idée vous est venue il y a combien de temps ? Alors, l'idée m'est venue dans un premier temps de façon tout à fait théorique. Pendant ma licence professionnelle de guide conférencier, je devais écrire un mémoire professionnel sur un aspect du métier de guide, quel qu'il soit. Et j'ai à ce moment-là créé de façon théorique, justement, le concept qui allait devenir ce que j'appelle aujourd'hui des visites chantées et que j'avais appelé visite totale en référence à l'œuvre d'art totale. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé tout ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire des visites au cours desquelles j'intègre des morceaux musicaux qui sont liés à mon propos. Donc vous parlez et vous chantez pendant votre visite. Vous parlez en plusieurs langues. Enfin, oui. pas simultanément, mais vous pouvez parler en plusieurs langues, donc à plusieurs publics. En quelle langue ? Alors, je parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais et il faut que je me remette un peu à l'allemand. Je suis censé le parler pour avoir vécu un peu à Vienne, mais là, il est un peu rouillé. Bon, je suis sûr que vous dérouillerez votre allemand. Quelques exemples de lieux que vous faites visiter. Actuellement, je suis au Théâtre du Châtelet jusqu'à fin avril. C'est vraiment une visite patrimoniale, visite chantée patrimoniale du Théâtre du Châtelet. Vous faites visiter le théâtre. Vous n'êtes pas au Théâtre du Châtelet sur la scène, vous faites visiter le théâtre. C'est ça. Je suis d'ailleurs à un moment sur la scène, mais pas seulement. Sinon,
Dans mes prochains projets, je vais être au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour la belle exposition Proust qui s'ouvrira en 2022. Proust encore à la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg, Proust et la Belle Époque. À Nancy, au musée de l'école de Nancy pour l'Art Nouveau, un magnifique musée. Musée admirable. Magnifique. Pour l'art déco aussi, je passe de l'art nouveau à l'art déco, la salle Stroh de Maubeuge, magnifique exemple de l'architecture art déco dans le nord de la France. Bref, j'ai beaucoup de beaux projets pour les mois à venir. Le musée de l'école de Nancy, je crois que c'est le musée de la joie de vivre. C'est le musée d'œuvres de gens qui, après avoir traversé les épreuves, collectivement les épreuves, ont un appétit de vie qui se traduit aussi bien à travers les meubles qu'à travers les tableaux, qu'à travers les verreries, etc. Mais je ne vais pas faire le guide à votre place. Vous faites aussi une visite d'un quartier de Paris que sont les Halles. Alors, ça, c'est une autre forme un autre format dans ce que je fais, que j'appelle plutôt les conférences-concerts, par opposition aux visites chantées. C'est-à-dire que ça n'est pas une visite itinérante, mais une conférence, comme dans une salle de conférence, une salle de spectacle, avec des projections d'images, une sorte de parcours virtuel, pour ne pas avoir à supporter les difficultés acoustiques et les bruits de la ville quand c'est en extérieur. Mais effectivement, j'ai conçu un certain nombre de conférences-concerts sur des quartiers de Paris, parcours virtuels à travers l'histoire, les arts et la musique en lien avec ces quartiers. Si vous avez votre programme sur les Halles en tête, ça m'intéresserait de vous demander quelles sont les chansons, les airs d'opérette, d'opéra ou les chansons que vous utilisez. Alors là, ce qui me vient tout de suite, parce qu'il faudrait que je révise un peu, en fait, j'ai tellement de répertoire en ce moment dans la tête que ça se mélange un peu. Je sais qu'il y a un morceau interprété par les frères Jacques, les Halles de Paris. Je chante aussi un extrait de la messe à Sainte-Cécile de Gounod, qui a été créé à Saint-Eustache. Pour vous donner un peu les grands écarts musicaux que je peux faire dans mes visites chantées et mes conférences-concerts. Là, c'est les deux premières idées qui me viennent comme ça. Oui, ça montre d'ailleurs, enfin, c'est une illustration de l'étendue du répertoire que vous utilisez. Vous utilisez aussi bien Anne Sylvestre quand vous faites visiter la cathédrale de Saint-Denis que vous utilisez. Et je me suis d'ailleurs demandé, parce que 31 ans, pardonnez-moi, mais vous avez encore du placenta dans les narines, ou presque. D'où vous tirez cette connaissance d'un répertoire qui est celui de ma génération, qui pourrait être votre grand-père? Alors heureusement qu'on ne connaît pas que les choses de sa propre époque. Mais je vous posais la question parce que à ma génération, bien sûr, on connaissait les choses des époques d'avant, mais parce qu'elles étaient diffusées plus ou moins. Il se trouve que depuis, je dirais, le milieu des années 80, il y a tout un répertoire qui est précisément celui des années 60, où Anne Sylvestre a émergé, qui n'est plus diffusé par aucune radio, sauf peut-être quelques radios consacrées à la nostalgie, mais peu écoutées en général. Donc, je comprends votre réponse. Je comprends bien votre question. Je vais vous faire une réponse double. D'une part, les morceaux que je choisis pour mes visites chantées, mes conférences-concerts, je les trouve après souvent de longues recherches. Donc, pour la plupart, c'est des morceaux que je ne connaissais pas avant ces recherches. Et d'autre part, pour un répertoire qui est celui d'Anne Sylvestre ou d'autres chanteurs de cette époque, je crois que c'est aussi que mes parents ont beaucoup écouté ces chansons-là et que j'ai baigné dans la musique d'Anne Sylvestre, que j'écoute encore très, très souvent à titre personnel, en dehors de la conception et de mon travail avec ces visites chantées. Quelle a été votre première conférence chantée ? Alors ma première visite chantée, ça a été au musée du Luxembourg pour l'exposition Rubens Portrait princier. C'était donc le tout premier musée à me faire confiance dans ce format-là, et j'en ai des très bons souvenirs. Alors,
vous êtes arrivé avec votre projet sous le bras, vous êtes allé voir, je ne sais plus qui dirigeait à ce moment-là le musée du Luxembourg, mais vous allez le retrouver ou bien... et vous avez dit, voilà, je voudrais faire, ou vous lui avez fait une démonstration, comment vous avez fait? C'est comme les auditions pour un rôle ou... Alors ça s'est fait de façon assez amusante. En fait, j'avais contacté le musée du Luxembourg parce que je devais, en tant qu'élève en dernière année de deuxième cycle de l'école du Louvre, faire un stage. Et je cherchais un lieu de stage. Il se trouve que dans ma lettre de motivation, j'exposais ce concept de visite chantée que j'étais en train de créer, mais sans dire précisément que j'avais envie d'en faire pour eux. Je me sentais ni prêt ni légitime, j'étais encore en fin d'études. Et il se trouve qu'ils m'ont répondu en me disant qu'ils ne prenaient pas de stagiaires cette année-là, mais qu'ils étaient intéressés par mes visites chantées et qu'ils me donnaient rendez-vous quelques jours plus tard. Et de ce rendez-vous est né le premier projet de visite chantée dans un musée à Paris. Et ensuite, ça fait tache d'huile auprès d'autres responsables de musées. Alors, peut-être pour que nos auditeurs se rendent compte, prenons la visite que vous faites en ce moment, que vous préparez à faire, vous l'avez déjà fait d'ailleurs, mais que vous ferez à partir du 9 janvier à Paris, du dimanche 9 janvier à Paris. Vous nous ferez concurrence puisque nous serons à l'école alsacienne en direct. Je vais peut-être songer à faire des enregistrements, des nouveaux esprits publics chantés, nous verrons. De quoi se compose le programme de votre visite et qu'est-ce que vous nous montrez dans cette visite du Châtelet? Alors, je ne vais pas tout dire parce que moi, un des intérêts, je pense, de mes visites chantées, c'est aussi la surprise. C'est-à-dire à la fois la surprise en termes de répertoire, mais aussi de surprendre le spectateur, visiteur, sur la manière avec laquelle je vais amener le morceau. À quel moment le morceau va arriver, pourquoi, quel lien je tire entre mon propos et le morceau, qu'elle soit pas toujours quelque chose d'illustratif, que le lien entre le lieu, l'histoire, l'anecdote et le morceau ne soit pas toujours du même ordre. Mais pour vous donner quelques exemples, je montre le lien fort entre le théâtre du Châtelet, qui a été inauguré en 1862 sous le nom de Théâtre impérial du Châtelet, le lien entre ce théâtre et la famille impériale, Napoléon III et sa famille, en chantant, par exemple, un morceau qui a été composé, enfin, dont le texte a été écrit par le tout premier directeur du théâtre du Châtelet, à l'occasion de l'anniversaire des 7 ans du fils impérial, fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, un morceau qui dit « Gloire à Napoléon », donc des choses comme ça. Je chante aussi un morceau, pour vous montrer encore une fois ce grand écart stylistique que je fais, je chante un morceau clin d'œil à Nijinsky, qui a marqué l'histoire du théâtre du Châtelet en créant sa toute première chorégraphie, sa chorégraphie sur le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy en 1912, qui a fait scandale, un morceau d'un groupe de rock psychédélique, glam rock, T-Rex, une chanson qui s'appelle Nijinsky Hind, et la biche Nijinsky, qui rappelle le côté mi-humain, mi-animal de Nijinsky, et qui montre comme cette figure de la danse de la première moitié du XXe siècle a pu inspirer pendant des décennies, et non pas seulement dans le domaine de la danse, mais aussi des chanteurs. Vous chantez a cappella ou vous chantez accompagné? Alors, je chante accompagné sur des accompagnements instrumentaux que je fais enregistrer par des musiciens dans les mois qui précèdent les premières représentations publiques. Et donc, ça peut être vraiment en fonction du répertoire, des instruments très différents, du luth, du théorbe, du clavecin, de la harpe, de l'orgue, de la guitare, du piano, bien sûr, le plus souvent. Mais il y a vraiment toute une panoplie d'instruments possibles pour coller au mieux au répertoire que j'interprète. Est-ce qu'on peut avoir une idée de, si c'est suffisamment avancé, de ce que vous mettrez autour de cette visite du Carnavalet Proust?
Alors, j'en profite pour préciser, moi, ça ne sera pas dans l'exposition de Carnavalet. Comme 1922, c'est le centenaire de la mort de Proust, il y a plusieurs expositions qui auront lieu en sa mémoire, en son honneur. Il y a celle du musée Carnavalet, je crois que ça sera peut-être la première en termes chronologiques. Moi, ça sera au musée d'art et d'histoire du judaïsme, une exposition qui s'annonce très riche, dont la commissaire d'exposition sera Isabelle Kahn du musée d'Orsay. Euh, et donc, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, pour vous donner quelques idées, il y aura plusieurs morceaux de Reynaldo Hahn, bien sûr, amant puis ami de Marcel Proust, des morceaux qui sont en lien, par exemple, là, avec Venise, un voyage où Marcel Proust a retrouvé Reynaldo Hahn en 1900 à Venise. Or, dans ces mêmes années, Reynaldo Hahn a créé un cycle de mélodies intitulé Venezia. D'autres morceaux. Je réfléchis en même temps que je parle. Là, je suis vraiment encore dans Je la vous pose la conception. question parce qu'il y a un texte assez célèbre, enfin peut-être pas assez célèbre d'ailleurs, je devrais dire, de Marcel Proust sur la musique où il dit « Ne vous moquez pas de la mauvaise musique. La musique est toujours chargée des émotions de ceux qui l'écoutent et à ce titre, n'importe quelle chanson, enfin je ne suis pas Proust et je n'ai pas amené le texte avec moi, donc, mais en tout cas la substance de son propos c'est ça, c'est n'importe quelle chanson mérite d'être écoutée parce qu'elle porte les émotions, un peu on pourrait dire comme la piété populaire porte la religion populaire, la musique populaire porte ces émotions populaires. Donc je me demandais si, en plus de la musique plus savante, qui est celle de Reynaldo Hahn et de son cycle de mélodies, ou éventuellement tiré de telle ou telle des opérettes qu'il a composées, vous introduisiez aussi dans cette conférence ou cette visite guidée de l'exposition Proust, si vous introduisiez des chansons populaires de l'époque. Il y aura probablement en effet des chansons populaires. Là, comme j'ai pas fini encore le répertoire précis, j'ai pas encore tout en tête, mais il y a presque toujours en fait dans mes visites chantées un grand nombre de genres musicaux et d'époques musicales qui cohabitent au sein du répertoire, parce que je veux pouvoir surprendre aussi le visiteur par rapport à ces genres musicaux un peu variés. Est-ce que vous avez d'autres activités musicales ou lyriques que vos visites chantées ? Alors, le plus gros de mon temps est consacré à ces visites chantées. Alors, non pas seulement à les représenter, mais aussi à les concevoir. C'est un énorme travail de conception, de recherche. Mais j'ai quelques autres projets musicaux. Alors, dans ce qui me vient, c'est le tout début, mais je suis en train de commencer un projet de récital, spectacle. On ne sait pas très bien la forme que ça prendra au final, avec le harpiste Vincent Buffin, donc un projet voix et harpe qui s'amusera à interroger les genres, hommes, femmes, et entre autres, j'interpréterai pour la plupart des morceaux du répertoire des morceaux qui sont en général interprétés par des femmes. Et ce récital, vous savez déjà où il aura lieu ou pas encore. On est au tout début du projet, c'est la première fois que j'en parle. Et ne prenez pas ma question de travers, mais vous avez choisi la harpe à cause de la harpe ou à cause du harpiste ? C'est une très bonne question. Les deux. Parce que pour un projet à deux, je pense, comme n'importe quel projet où on n'est pas seul, c'est vrai que moi, le reste du temps, je travaille très seul dans mes visites chantées, puisque je fais la recherche, l'interprétation, tout de mon côté. Mais là, pour le travail à deux ou à plus, c'est très important de pouvoir s'entendre bien avec la personne en termes professionnels, les goûts esthétiques, mais aussi en termes humains. Et en l'occurrence, c'est à la fois un très bon harpiste et quelqu'un de très sympathique. Est-ce que on vit de votre activité professionnelle ? Je vis de mon activité professionnelle. Comme intermittent du spectacle, j'imagine. Non. Non, pire. comme auto-entrepreneur. D'accord. Comme auto-entrepreneur, dans la mesure où la part la plus importante de ma rémunération vient de la conception
de mes visites chantées et non pas de la réalisation, de l'interprétation de ces visites chantées. D'accord. Et est-ce que vous avez fait des émules? Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Pour l'instant, je vois parfois, passer, des formes qui peuvent s'approcher un peu de ce que je fais, mais je n'ai pas vu, une comme ce que je fais, c'est-à-dire une même personne qui a la double formation, et qui, chante et donne des explications. Il y a parfois des choses en binôme, il y a de plus en plus d'autres formes, mi-spectacle, mi-visite, comme des visites dansées, des visites théâtralisées, qui se développent, dans les musées et les monuments en France. Mais sous la forme précisément telle que, je la fais, je n'ai pas encore vu, quelque chose d'absolument similaire. Grégoire Ichou, merci. Et donc, rendez-vous pour nos auditeurs aux différentes dates que vous avez indiquées et qui pourront être confirmées sur votre site grégoireichou sans séparation.com. Merci beaucoup.